Merci de l'accueil, bon anniversaire à la DFI. Je ne connaissais pas très bien la DFI Île-de-France, je connaissais plutôt celle des environs de chez moi, c'est-à-dire des Alpes. Moi je suis riverain vous savez, du lieu où se sont passés les drames de l'ordre du Temple solaire en 1994, 1995, à côté du Vercors. Je viens de Grenoble et j'ai eu l'occasion de collaborer avec la DFI de Savoie-Isère, donc des camarades certainement que vous connaissez là-bas. Je viens vous parler de... Alors, bon, la demande qui m'a été faite, c'est de parler de qu'est-ce que nous faisons, nous, en termes de pensée critique vis-à-vis des dérives sectaires. Et c'est vrai que depuis, je dirais, une quinzaine d'années, et surtout de manière formalisée depuis 5 ans, on a construit un collectif de recherche et d'enseignement qui s'appelle le Cortex, qui est indiqué ici, qui consiste à l'élaboration d'enseignements bien spécifiques sur des techniques ou des théories ou des systèmes controversés qui sont à l'œuvre dans certaines des dérives sectaires que vous connaissez bien. Et donc je voudrais vous parler de ça. Au début je me disais tiens je vais vous présenter des outils, présenter de la méthodologie bien pratique. Et en fait pour faire ça il faudrait un certain nombre d'heures et je pense qu'en une demi-heure j'aurai pas le temps de faire ça. Donc je vais vous faire juste un tout petit survol. Donc le Cortex en 2010 on s'est regroupé à 4 au départ, des enseignants, des éducateurs, mais essentiellement des gens de l'université. On s'est dit, c'est quand même assez étonnant que nulle part ne soit enseigné, à part explicitement à Nice à l'époque, où il y avait un laboratoire très particulier à Nice qui œuvrait en ce sens. Il n'y a pas d'endroit où l'on décortique les théories étranges, les théories un peu biscornues, qui peuvent parfois être le pied-à-terre pour certaines des dérives sectaires qui les revendiquent. Et donc on s'est regroupé sur la question de l'enseignement de ces méthodes et de l'enseignement des critiques de ces méthodes. Et regardez où c'est qu'elles clochent de manière à élaborer en filigrane, en illustrant chacun des biais qui sont à l'œuvre d'interprétation, de représentation, ou tous les biais cognitivo-sensoriels que l'on peut rencontrer, comment on construit une pensée critique pour des gens qui écouteraient ces cours, et de façon à ce qu'ensuite ils puissent faire des choix en connaissance de cause. Donc on n'est pas du tout prescripteur, nous, on a juste velléité à essayer de donner un regard critique et un recul qui permettent aux individus de faire des choix en pleine connaissance de cause, ou au maximum de la connaissance de cause. Et donc, voici les thèmes classiques. Alors vous devez certainement vous désespérer à chaque fois qu'une nouvelle dérive sectaire naît, et nous on fait partie des rares à être désespérés un peu, si vous voulez, mais très contents, parce que ça fait du nouveau matériel aussi, vous voyez. Donc à chaque fois qu'il y a une nouveauté, on a un peu de nouveau matériel. Alors les thèmes classiques que l'on traite, nous, sont des thèmes qui sont très liés au paranormalisme, toutes les revendications de type paranormal. Vous parliez tout à l'heure de lévitation. Vous savez qu'il y avait, par exemple, Homme Vérité Suprême, dont le chef Shoko Asahara revendiquait d'être capable de léviter, par exemple. Il y a évidemment les catégories du surnaturel, je ne vous détaille pas tout ça ici. Vous avez la catégorie des mancies, c'est-à-dire les arts divinatoires, toutes les méthodes qui consistent à deviner l'avenir des individus ou à décrire leur moi profond qui resterait caché. Et donc il y a plein de méthodes, il en existe à peu près 600 recensées, des méthodes qui permettent de prédire l'avenir ou de décrire le moi profond. Il y en a même une, je vous la donne en 1000, une qu'on a détectée très récemment. En fait, on voulait essayer d'en inventer une pour voir si on arrivait à en créer une nouvelle, une méthode divinatoire. Et en fait, c'est très difficile, parce que la dernière en date, par exemple, s'appelle la rumpologie, c'est la lecture de l'avenir dans le pli de vos fesses. Il y a un spécialiste vous avez un spécialiste en Allemagne. Voilà. Donc c'est très difficile d'inventer quelque chose de nouveau. Vous avez les domaines des pseudosciences et les pseudomédecines, bien évidemment, puis les psychologies déviantes. Vous avez peut-être vu que j'ai mis un t-shirt un peu stimulant. Il faut bien l'admettre, l'héritage freudien est très contestable sur le plan scientifique et entraîne parfois des dérives qui sont assez sordides, et il nous appartient de le traiter. J'espère pas choquer. C'est vrai qu'en France, on choque parfois en disant ça, de moins en moins, j'ai l'impression quand même. Et je crois que l'héritage freudien mérite d'être vraiment fortement revisité. Il y a des drames derrière ça, et notamment, je vous donnerai l'exemple du traitement de l'autisme que les psychanalystes ont très longtemps attribué à un rôle de mère mal fait, c'est-à-dire soit des mères trop chaudes, soit des mères trop froides ou réfrigératrices. Et en fait, la cause de l'autisme serait due à des mamans qui font pas bien leur travail, ce qui est absolument faux. Donc si c'est votre cas, rassurez-vous, vous n'y êtes pour rien. La théorie psychanalytique s'est complètement trempée sur cette question. Et puis, il y a d'autres formes de psychologie déviante, évidemment, dans les dérives sectaires, vous en connaissez certainement. Puis les mélanges science-idéologie, la pseudo-histoire.
Et puis, tout à l'heure, j'entendais un monsieur intervenir sur la question de Servier. Et oui, je tiens à indiquer que, effectivement, l'analyse des théories dites pseudo-scientifiques, bon, c'est bien gentil. L'analyse des pseudomédecines, des thérapies dites alternatives, essayer de jauger si elles ont une réelle efficacité ou pas, et comment se fait-elle qu'elles convainquent alors que parfois elles n'ont pas vraiment d'efficacité. Quand on fait ce travail-là, on ne peut pas se départir non plus d'une critique du travail parfois mensonger que produisent les industriels, notamment dans les industries pharmaceutiques. Et pour le coup, j'en profite pour vous dire, il y a une loi qui oblige les professionnels de santé à justifier de leur lien d'intérêt avant de prendre la parole. Et malheureusement, cette loi ne s'applique pas à des gens comme moi, à des enseignants ou des didacticiens comme moi. Donc moi, je me l'applique à moi-même. Au Cortex, c'est une des règles. Nous n'avons pas de lien d'intérêt avec des entreprises privées. Ce qui ne veut pas dire que ce qu'on vous raconte est juste, forcément. Mais en tout cas, ça fait au moins un lien d'intérêt en moins. Donc voilà, je n'ai pas de lien d'intérêt avec une quelconque industrie que ce soit. Et puis les dérives sectaires, bien évidemment, que j'ai mis en jaune, parce qu'on essaie de les décortiquer. Alors, les éléments de pensée critique que l'on aborde, vraiment, je vais vraiment faire un survol très léger, hein, mais on aborde évidemment des outils qui sont proprement psychologiques, et là, on vole, on pique, on emprunte à des gens qui ont fait un travail remarquable. Je rends hommage d'ailleurs à Gérald Bronner, qui est un grand fournisseur de matériel à titre personnel. Outils psychologiques, outils épistémologiques, c'est un mot peut-être un peu plus complexe, c'est-à-dire comment on construit une connaissance, comment une science s'élabore, comment on construit une connaissance scientifique, des outils méthodologiques, comment on monte des protocoles expérimentaux et comment on les teste, et puis à la fin peut-être, si j'ai le temps, une petite note sociopolitique et morale sur ces questions. Alors oui, j'ai choisi une distribution non Microsoft, et donc il y a des petits bugs, hein, comme vous pouvez le voir, mais c'est pas très grave. Des outils épistémologiques, en fait, il y aurait peu de choses à faire pour donner à des étudiants ou à des gens du grand public, pour se prémunir un petit peu de certaines sollicitations. Il y a peu d'outils qui sont vraiment absolument nécessaires, mais quand ils sont bien enseignés, bien introduits, ils sont extrêmement redoutables. Je vous en donne juste quelques petites billes. D'abord, j'ai mis le sens du mot science. Voici un des points que j'ai rendu incontournable dans mes enseignements, par exemple, c'est de bien définir au départ ce qu'on entend par le mot science. Si on ne définit pas ce qu'on entend par là, vous êtes certain d'avoir des débats archi-stériles sur qu'est-ce qu'il y a derrière. Vous avez derrière le mot science, vous avez le groupe social des scientifiques, avec leurs comportements qui sont parfois nocifs, parfois sympathiques. Parfois, ils jouissent d'une aura publique très sympathique, et puis parfois, au contraire, on en a peur. C'est pas de ça dont je parle quand je parle de science. Quand on parle de science, on parle parfois de la somme des connaissances sur un sujet donné. Il faut bien savoir que ça, c'est intéressant, on peut s'appuyer dessus, mais ça se périme vite. Et puis parfois, il arrive que quelqu'un, prenons Einstein en 1905, il retire un bouquin qui est tout en bas de la pile, et toute la somme se casse la figure, et il faut tout reconstruire. Vous avez également, et ça c'est peut-être le point le plus important, derrière le mot science, surtout dans la tête des gens qu'on retrouve dans les dérives sectaires ou qu'on retrouve très appétants avec les techniques dites alternatives, sont les gens qui vont considérer la science comme étant comment vous voulez, le science sociopolitique de la chose, c'est-à-dire pour beaucoup de gens, la science, c'est l'affaire du Vioxx, du Mediator, c'est des médecins froids, c'est une science technophile, pro-OGM et pro-nucléaire, mais sans questionnement. Et ils se disent, bon, bah, si c'est ça, la science, c'est pas pour moi, je préfère me tourner vers des choses plus introspectives. Et on voit qu'il y a des déterminants comme ça qui sont plutôt d'alternatives politiques, que des gens vont aller emprunter. Et en faisant ça, en fait, ils abandonnent la science au quatrième sens, c'est-à-dire la science qui consiste à essayer de regarder les choses telles qu'elles ont l'air d'être au plus près. Et c'est ça qu'on essaie de défendre, nous, c'est regarder les choses telles qu'elles ont l'air d'être. Et parfois, ça nous amène à déconstruire des choses auxquelles on croyait nous-mêmes. Je vous donne un exemple, j'ai longtemps cru que la pousse des plantes était corrélée aux phases de la Lune, et que planter des carottes en lune descendante, c'était propice à la multiplication des carottes, et puis en fait, c'est pas vrai. Hélas, ce n'est pas vrai. Maints tests ont été réalisés, dont par des étudiants à moi, et par plein d'autres bien avant, et en fait, ça ne marche pas. Donc j'étais désespéré en apprenant ça, mais bon, c'est comme ça, hein, la réalité n'est pas faite pour me plaire. Voilà. Deuxième critère qu'on peut utiliser, il n'est pas suffisant, mais en tout cas il est très intéressant pour pointer les limites de certaines propositions théoriques. Et vous verrez que par exemple les théories du complot dont on parlait tout à l'heure ou les créationnismes tombent dans ce biais. On parle de critères de réfutabilité de Popper en disant que Popper, épistémologue autrichien des années 40, qui avait dit qu'une théorie, pour qu'elle puisse être considérée comme théorie scientifique, doit proposer une manière potentielle d'être réfutée.
Mettons la gravitation, par exemple, tout corps lourd tombe, mais si un jour quelqu'un produit un corps lourd qui, quand il le lâche, ne tombe pas, alors on peut considérer que la théorie est infirmée et il faudra construire un autre système. Mais une théorie qui inclut elle-même sa contradiction devient en fait irréfutable. Et de fait, il ne faut plus parler de théorie, mais de scénario. Ce qui fait que pour les complots, par exemple, c'est souvent le cas. En fait, vous avez un complot, et on voit que les gens qui défendent ces complots sont plutôt hermétiques à toute proposition extérieure ou à tout doute extérieur. Ce qui fait qu'on pourrait parler presque de structure, de scénario, quoi. Donc on parle parfois de scénario. Les créationnismes, c'est pareil. Il n'y a aucun moyen de douter d'un créationnisme, que ce soit un créationnisme religieux, chrétien ou musulman, ou juif, car il existe un créationnisme juif. Voilà. Le critère de Popper, donc, c'est un bon outil pour se dire, est-ce qu'il y a moyen d'infirmer la théorie sur laquelle je suis assis? Et tout à l'heure, on parlait des élixirs floraux de Bach très rapidement. Les élixirs floraux de Bach est typiquement une thérapie qui est non contradictible. Parce que chaque fois que vous connaissez, bon, c'est un principe avec des petites essences, comme on dit, que vous diluez et que vous consommez, qu'on est censé consommer. Et il y a toute une gamme de fleurs qui ont été élaborées par le docteur Edward Bach. Et vous êtes censé trouver le meilleur mélange pour vous. Et en fait, à chaque fois que ça ne marche pas, que les effets attendus ne sont pas là, on vous dit que c'est vous qui avez mal fait le mélange, quoi qu'il arrive. C'est toujours de votre faute. Et ça, c'est un trait commun dans beaucoup de thérapies alternatives, c'est quand ça ne marche pas, c'est de votre faute, car vous avez mal usé de cette technique. Voyez. C'est jamais la théorie qui se fait prendre en défaut. Un autre outil très rapide, rasoir d'Occam. Peut-être vous avez vu le film inspiré du livre de Umberto Eco, Le nom de la rose. Le personnage central de ce film est joué par Sean Connery, c'est Guillaume de Baskerville. Et Guillaume de Baskerville, son nom est inspiré d'un personnage réel qui a existé, un moine franciscain qui s'appelait Guillaume d'Occam. Occam étant une ville en Angleterre. Le rasoir d'Occam, c'est un principe qui, en latin, je ne vais pas vous faire l'injure de vous le dire en latin, pluralitas non exponenda sine necessitate, ça signifie il ne faut pas multiplier les entités plus que de raison. Dit comme ça, c'est très ésotérique, mais ça signifie qu'il faut toujours privilégier, on ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas si on a raison de le faire, mais en tout cas, il est logique de privilégier d'abord une théorie qui met en jeu le moins d'hypothèses, le moins d'entités nécessaires à l'explication. Un exemple que vous pouvez trouver si vous êtes fan de séries télévisées, c'est dans la série du Dr House, que vous avez peut-être vu, saison 2, je crois, épisode 5 ou 6. Vous avez le Dr House qui vous dit, qui vous fait un excellent exemple de rasoir d'Occam. Il vous dit, quand je suis face à quelqu'un qui a 3 symptômes différents, je sais pas, il a une cervicalgie, il a mal au cou, il a des sudations, et puis il saigne du nez, par exemple. Je dis ça au hasard. Il dit, il est logique que je parte d'abord sur une pathologie qui explique les 3 symptômes. C'est seulement si je ne trouve pas une pathologie qui explique les 3 symptômes que je pars dans ce cas sur 2 pathologies, une expliquant 2 symptômes et l'autre expliquant la dernière. Et le dernier. Et puis, si éventuellement je trouve encore pas, je pars sur 3 pathologies différentes. Vous voyez, il y a un principe, on appelle ça parfois le principe de parcimonie des hypothèses. Et quand on travaille sur les questions paranormales ou dans certaines dérives sectaires, quand on voit des sollicitations autour d'allégations extraordinaires, on voit que la plupart des défenseurs ou des tenants de ces théories-là n'appliquent pas vraiment le rasoir d'Occam. Ils ont généralement un fort goût pour revendiquer des entités comme des énergies, des ondes, des forces, des esprits supérieurs, des engrammes comme dans la scientologie, qui sont au fond finalement pas testables, donc même pas réfutables au sens de Popper, comme on l'a vu juste avant, et qui sont surtout pas économes, quoi. Alors qu'on peut reproduire Alors il y a des grands classiques dans notre milieu. Quand des personnes vous disent qu'il faut absolument développer le qui en vous pour être capable de marcher sur le feu, par exemple, sachez que c'est faux. On peut marcher sur le feu avec des méthodes tout à fait, avec des connaissances en physique de base, quoi. Il n'y a pas besoin d'un don particulier, il n'y a pas besoin d'une connaissance ou d'un qui particulier pour réaliser ça. Et pour vous mettre en équilibre entre 2 tréteaux et vous mettre une masse importante sur le ventre, il n'y a pas besoin non plus d'être mis en état d'hypnose, il suffit juste d'être consentant, et il y a un mécanisme qui ressemble à un effet de voûte au sens physique qui se met en place. Si ça vous intéresse, pendant la pause tout à l'heure, si vous voulez, je vous mettrai pour ceux qui le souhaitent et qui n'ont pas mal au dos. Des outils comme ça, on en a des vingtaines, des trentaines, et peut-être un point central que je voudrais aborder avec vous, c'est la question de ce qu'on appelle parfois le matérialisme méthodologique. Vous avez le choix, en gros, on va dire, entre 2 systèmes philosophiques fondamentaux. Vous avez le choix de choisir entre le matérialisme, qui consiste à considérer que tout n'est que matière ou propriété émergente de la matière, ou bien considérer que le monde est fait en 2 parties, une partie matière et une partie qui échappe à l'investigation humaine, qu'on pourrait qualifier de spirituelle, une partie spiritualiste, si vous voulez. Et parfois, on appelle ça parfois les philosophies idéalistes. Évidemment, les philosophies idéalistes ont été
ultra majoritaire, très défendu par le pouvoir en place. À peu près 99,9% des philosophes ont été idéalistes. Les matérialistes ont souvent été brûlés, on leur a cassé la figure, ils ont assez souffert. Vous avez le choix, hein, je ne peux pas trancher cette question, je crois que c'est une question ontologique, comme on dit en philosophie, on ne peut pas la trancher, mais par contre, en méthode, le scientifique, quand il fait le choix de construire une connaissance, il ne peut pas introduire des entités dont il ne peut faire la preuve. Parce que s'il accepte de faire rentrer une entité comme une onde ou une énergie sans en faire la démonstration, qu'est-ce qu'il va pouvoir répondre à quelqu'un qui voudrait faire rentrer d'autres entités du même genre? En gros, si vous tolérez une énergie non démontrée ou une mémoire de l'eau, comme Boiron aime beaucoup communiquer dessus, eh ben, de fait, vous ne pouvez plus rien rétorquer vis-à-vis des licornes, des dragons, et des engrammes de la scientologie. Vous voyez, en fait, à partir du moment où on introduit une entité non démontrable, on ouvre la boîte de Pandore, quoi. Et la démarche scientifique, elle est fichue si on fait ça. Donc on est obligé de ne faire rentrer dans la connaissance que des entités dont les faits nécessitent la présence. Voyez, et donc c'est un matérialisme de méthode qui est revendiqué en science. Et si vous voulez l'appeler autrement, on l'appelle parfois le contrat laïque du chercheur. Le chercheur est censé être laïque dans sa démarche. Et ce qui fait qu'il ne peut pas faire rentrer Dieu, ni des avatars de Dieu, dans ses équations, sinon le processus est fini, quoi. Et quand je dis des avatars, ça peut être par exemple une volonté programmante ou un intelligent design, comme on dit parfois, thèses qui sont défendues par un certain nombre de néo-créationnistes actuellement, ou deux frères jumeaux que vous connaissez peut-être, qui défendent une version de l'intelligent design qui s'appelle Igor et Grishka Bogdanov. Ça, ce sont les outils épistémologiques, mais par contre, vous avez évidemment des outils que vous connaissez bien mieux, je pense encore, qui sont les outils de la psychologie, notamment psychologie de l'engagement. Qu'est-ce qui fait qu'un individu, quand il rentre dans un processus, Gérald Bronner le soulignait tout à l'heure, évidemment, quand on les prend à la fin du processus, on est extrêmement surpris de voir ce qu'ils sont capables de faire, comme de poignarder, dans l'ordre du temple solaire, poignarder un nourrisson de 21 coups de couteau et de planter un pieu dans son cœur, parce que c'est l'antéchrist, vous voyez. Mais quand on les regarde, en fait, c'est tout le processus qu'il faut regarder, c'est un processus lent dont les mécanismes sont très bien connus en psychologie sociale, et le fait de les décortiquer et de les dénoncer nous rend plus libres. Je reprends la conclusion que faisait un jour dans mon cours Jean-Léon Beauvois, un auteur assez connu, puisqu'il avait coécrit un livre qui s'appelle Traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens, que vous avez peut-être déjà consulté, et il disait « Le plus grand danger, c'est de se croire libre ». Et à partir du moment où on comprend qu'on ne l'est pas, là, on se réapproprie à quelques degrés de liberté. Le conformisme aussi est un élément sur lequel on peut passer du temps. Évidemment, la soumission à l'autorité. Alors, ce qui fait parfois un peu grincer des dents quand dans les institutions on vient proposer des cours d'esprit critique, c'est quand ils lisent qu'on critique la soumission à l'autorité. J'ai eu des réactions assez fortes d'inspecteurs pédagogiques régionaux qui me disaient « Mais vous vous rendez compte, si on critique la soumission à l'autorité, mais comment le prof va continuer à tenir sa classe, quoi ?» J'avais envie de dire que ce n'était pas vraiment mon problème. Puis surtout, le problème, il est plutôt structurel. Comment se fait-il que des jeunes n'aient pas envie de venir à l'école? C'est un vrai problème, quoi. Comment se fait-il qu'ils n'aient pas envie? Et en fait, ils ont le choix, ils ne savent pas. Et moi, je ne savais pas non plus jusqu'à peu. Hein, je ne savais pas qu'on a le choix de ne pas aller à l'école. Mais en fait, c'est des faux choix. On est obligé de recevoir une éducation, mais on n'est pas obligé d'aller à l'école publique. Il y a d'autres écoles, évidemment, dont certaines mènent à certaines dérives. J'entendais tout à l'heure, en off, des gens discuter de l'anthroposophie, par exemple. Vous avez des écoles dites steineriennes qui sont extrêmement douteuses. J'ai mis ici des exemples de sectes sur lesquelles on travaille. Et donc, je fais travailler parfois des étudiants sur ces sujets-là. Il m'arrive aussi parfois d'intervenir avec mes collègues en termes d'experts sur des procès, notamment je repense à un procès qui s'est déroulé à Angers autour de la secte Ashram Shambhala, dont une version française s'appelle Om Alpha. Voilà, vous avez le raélisme, vous avez les grands thèmes que vous connaissez. Vous avez aussi des outils méthodologiques. Alors, les allégations qui sont proposées par certaines dérives sont souvent testables. On peut les tester. Le problème, c'est que ça n'intéresse pas grand monde. Théoriquement, la charge de la preuve incombe à celui qui prétend. C'est censé normalement être à eux de prouver ce qu'ils racontent. Mais nous, on est plutôt dans le mode sympathique, c'est-à-dire on se dit, et pourquoi pas? S'il y avait une chance que ça marche, montons des protocoles expérimentaux. Mais si ça ne fonctionne pas, là, il faudra bien admettre que ça ne fonctionne pas. Et donc, je ne me suis pas mis à courir comme Gérald dans son groupe sectaire. Là. Moi, j'ai testé des trucs. Alors, j'ai dû monter un protocole expérimental sur le Amaroli, qui est une technique tout à fait sympathique qui consiste à consommer sa propre urine. Donc pendant 3 mois, j'ai bu mon urine tous les matins. C'était pas triste. Voilà, il faut donner un peu de son corps hein, aussi parfois.
je me suis fait des plaies pour voir si une plaie cicatrisait plus vite avec de l'urine que l'autre. On a fait ça sur plusieurs élèves, enfin des étudiants consentants, mais hors cours, parce que éthiquement parlant, on n'a pas trop le droit. Là, on essaye de monter un test sur les barreurs de feu. Vous savez, des gens qui sont capables à distance de barrer les brûlures. Si on a le temps, je vous expliquerai comment, l'hypothèse en tout cas économe que l'on a à ce sujet. Et on voudrait quand même tester cette allégation, mais il nous faudrait des volontaires qui soient d'accord pour se faire brûler 2 bras. Pas trop fort, mais 2 bras. L'université ne nous accorde pas la possibilité de le faire. Par contre, de temps en temps, on arrive à faire des choses. Et là, vous avez par exemple une représentante d'une technique qu'on appelle la kinésiologie appliquée, inventée par Goodhart et Denison et d'autres. On a eu la chance qu'un grand leader de ce mouvement, qui a monté l'Institut de formation de kinésiologie à Grenoble, accepte de venir se faire tester, donc en double aveugle, avec randomisation, analyse statistique, etc., sur le fameux test du bras, qui, je vous le rappelle en quelques mots, bras ou chaîne musculaire. Le corps contient les réponses à toutes les questions qu'on lui pose. Interrogez le corps, et si la réponse est oui, le bras aura tendance à faiblir, et donc vous pouvez appuyer dessus, il se baisse, alors que si la réponse est non, il ne se baisse pas. Les questions peuvent être très vastes. Ça peut être sur une substance, est-ce qu'elle est nocive pour vous? Ça peut être, est-ce que vous avez un conflit non résolu avec votre grand-mère? Et si le bras se baisse, c'est le cas. Et donc on a monté des protocoles expérimentaux là-dessus qui ont mené à un échec. Mais vous voyez, mais au moins, le protocole existe. Ce qui fait que vous pouvez proposer ce protocole-là à d'autres thérapeutes potentiellement qui aimeraient montrer leur capacité. Parce que la question qui revient souvent, c'est de se dire, si tant est qu'on a envie de faire de la kinésiologie, ce que je respecte, les gens qui auront envie de faire ça, comment choisit-on un bon kinésiologue parmi tous les kinésiologues? Comment choisit-on un bon magnétiseur parmi les magnétiseurs? Et généralement, les réponses, elles ressemblent à ce sketch des inconnus. Je ne sais pas si vous vous rappelez sur les chasseurs. C'est quoi la différence entre un bon et un mauvais chasseur? Le bon chasseur, il tire, mais c'est un bon chasseur. L'autre, il tire, mais c'est un mauvais chasseur. Les magnétiseurs, enfin là, on ramène la question de la preuve expérimentale. Qu'est-ce qui fait qu'on considère qu'un thérapeute a une efficacité propre dans sa technique? Alors nous, ce qu'on a essayé d'élaborer depuis 5 ans, c'est une sorte de tenaille. Alors ça a commencé à Grenoble, mais ça s'est élargi sur Marseille et Montpellier. On a monté une tenaille entre les licences 1 et le doctorat. Doctorat parce que les futurs chercheurs qui sortent ne sont pas souvent les mieux prémunis vis-à-vis des sollicitations étranges ou extraordinaires, c'est un constat. Mais en L1 surtout, en première année, parce que l'essentiel des gens qui sont en L1 vont partir de l'université et deviendront des citoyens ailleurs, mais ne rencontreront peut-être plus jamais du contenu universitaire. Donc on se dit que c'est le moment de leur donner des outils. Donc on n'est pas du tout dans la lutte contre les dérives sectaires directes, si vous voulez. On est plutôt dans de la prévention en amont, quoi. On se rend compte que c'est relativement facile de donner des outils que les étudiants s'approprient, alors que c'est beaucoup plus difficile d'aller récupérer quelqu'un qui est rentré dans une dérive, quoi. J'ai eu l'occasion de traîner avec quelques amis qui ont été transfuges de la scientologie ou transfuges des témoins de Jéhovah. C'est quand même très très compliqué d'en sortir quand on y est, quoi. Et j'ai pas de méthode, d'ailleurs, quand on me demande, je crois que tout le monde est en panne là-dessus. On n'a pas vraiment de méthode, quoi. On a quelques conseils à donner, mais pas de méthode. Donc plutôt travaillons en amont, parce que les adultes et les citoyens de demain sont des enfants aujourd'hui, quoi. Donc c'est à eux qu'il faut s'adresser. Donc on s'attaque aussi au secondaire, on essaye d'incruster ça au secondaire. On aimerait bien venir en primaire, mais c'est assez compliqué. On n'a pas encore de contenu bien spécifique là-dessus. On essaie de mettre tous nos contenus en commun de manière à ce que tout le monde puisse s'en servir sur le site du Cortex. Si vous vous en servez, racontez-nous ce que ça donne dans vos séquences. On a eu l'occasion de collaborer déjà avec le GEMPI. Là, je sais que Didier Pachou est quelque part, il est par là, voilà, il est ici. Et puis, il y a des séquences d'éducation populaire qui sont montées. On essaie de faire de l'enseignement en prison, notamment à Villeneuve-les-Maglones, à Montpellier, parce que c'est un public qui a souvent, malheureusement, pas eu l'occasion de s'approprier des contenus très élaborés sur le plan universitaire, par exemple. Et puis, j'indique les vlogs, car vous savez qu'ici, dans la salle, est caché l'individu qui se cache dans la marionnette de la tronche en biais. Les vlogs, ce sont les chaînes vidéo que vous pouvez trouver sur, entre autres, YouTube. Et ce sont des gens qui réalisent de la transmission d'esprit critique, mais avec des moyens ludiques, très sympathiques à regarder, avec des séquences de vidéos de 10 minutes. Et je dois dire que la tronche en biais réalise un travail d'une extrême qualité, mais vous en verrez peut-être un petit morceau cet après-midi. Voilà. Et alors, je vous annonce quand même des bonnes nouvelles, c'est que à l'université de Grenoble, il y a une mission spécifique qui a été créée sur la question de la pensée critique. Et pour le coup, ce rôle m'est choix, on m'a chargé de mission pour ça. Mais autour, on essaie de fédérer, on essaie de monter une structure fédérative de recherche avec plusieurs labos, mais aussi des représentants de la société civile. Et il est évident que quand cette SFR, structure fédérative de recherche, va se monter, nous allons nous tourner évidemment vers les ADFI, vers éventuellement la Mivilude, le GEMPI, le CLPS, enfin toutes les grandes associations militantes que nous connaissons. Il y en a d'autres que je ne connais pas, que je n'ai pas indiquées là.
Il y a parfois aussi des collaborations qui se montent. Je pense notamment au CNOMC que j'ai indiqué là, qui est le Conseil national de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes, qui nous demande des rapports d'expertise sur certaines méthodes. Donc on a produit un rapport sur la biokinergie, par exemple. Je ne vous donne pas les conclusions, mais enfin, je vous les donne très rapidement. La biokinergie a une efficacité propre nulle. Je ne peux pas vous dire autrement. Là, on est en train, là, je vous garde le mystère encore, mais on a travaillé sur l'ostéopathie sacro-crânienne et ça va sortir très bientôt. L'année prochaine, c'est l'ostéopathie viscérale. On a travaillé sur la fasciathérapie. Voilà, il y a quelques rapports comme ça qu'on essaie de sortir. Nous rêvons de créer des liens un peu plus formels qu'avant avec les structures qui travaillent comme vous, hein, sur les dérives sectaires. Alors maintenant, le dernier point, j'espère pas avoir trop débordé. On essaie d'introduire aussi des réflexions sur des questions morales, de philosophie morale et des questions de philosophie politique. Nous intervenons aussi à Sciences Po. On a un contenu qui s'appelle Sciences et pseudosciences politiques. Si la politique a des aspects scientifiques, il y a toujours des gens qui essayent de la dévoyer et qu'on peut qualifier de pseudo-scientifiques aussi en sciences politiques. Alors, juste deux petites réflexions que je partage avec vous. Il y a toujours une chose qui nous a un peu dérangé dans les mouvements anti-sectes, c'est que rarement été abordé, ça arrive, mais c'est rarement abordé la question de déviance par rapport à quelles normes. Et c'est vrai que il y a eu une fâcheuse tendance, j'espère qu'elle est passée, je ne me rends pas bien compte, à douter dès que des gens essayaient de se regrouper pour monter des formes parfois communautaires qui sortaient du rang de la normalité, on va dire. Et j'espère qu'il ne s'agit pas d'une orthodoxie politique qui est vantée au travers de la lutte anti-secte, hein, qu'il s'agit bien des mouvements qui amènent à des délits et des crimes que l'on combat, et non pas des gens qui tentent des aventures humaines différentes. Parce que vous savez, la démocratie aurait été une alternative hétérodoxe, fut un temps, hein. Et puis, j'aborde juste ce point. L'après-7 janvier a changé pour nous pas mal de choses. Beaucoup de sollicitations nous sont arrivées parce qu'on nous disait « Ah, vous qui travaillez sur les mécanismes sectaires, je pense que Gérald a dû vivre la même chose, venez nous aider sur la question de l'islam radical et tout. » Alors, nous, on s'inscrit en faux un petit peu avec cette question, parce que oui, bien sûr que les processus engageants dedans sont du même type, ça c'est évident. Mais la prémisse n'est pas la même. Encore qu'on pourrait voir que dans certaines dérives sectaires, il y a des prémices qui ressemblent. Et là, je voudrais bien qu'on se rappelle que, comment dire, il y a une forme de responsabilité que la société a aussi là-dedans. C'est-à-dire, comment se fait-il qu'on ait réussi à créer un monde dans lequel le seul espoir pour certains jeunes, ce soit d'aller en Syrie ou d'aller soutenir Daesh, quoi. Qu'est-ce qu'on a échoué, en fait? C'est quand même la signature d'une certaine forme d'échec de notre société. Et je trouve qu'en incriminant en les traitant de fous d'Allah ou de pathologisés comme le dénonçait tout à l'heure le professeur Bronner, je pense qu'on fait une erreur. Et souvent on dit que les jeunes sont désintéressés par la question politique. Pour les gens qui sont des politiciens de profession ici, ils devraient être d'un côté contents, parce que les gens qui se tournent vers la Syrie sont des gens qui sont motivés politiquement. Comment se fait-il qu'ils se trompent de choix ou qu'ils fassent des choix qui soient si néfastes? Comment se fait-il qu'on leur ait pas laissé d'autres alternatives à ces gens? Comment se fait-il qu'ils en soient là? Et je pense qu'il y a une responsabilité collégiale là-dessus. Surtout que j'ai beaucoup de mal à répondre à cette question qui m'a déjà été opposée par quelqu'un qui partait en Syrie. C'est ok, vous n'êtes pas d'accord pour qu'on parte en Syrie parce que le sujet vous plaît pas, mais en fait, qu'est-ce qui est si différent que les gens qui sont partis se battre contre Franco dans les années 30? Qu'est-ce qui est si différent d'avec les gens qui ont pris le maquis des Glières dans les années 40 pendant la guerre? Et c'est difficile de répondre à cette question. Bien évidemment, mon cœur penche vers le maquis des Glières, si vous voulez. Mais n'empêche que le discours officiel de l'époque, les gens qui prenaient le maquis des Glières étaient considérés comme terroristes ou fous, hein. Alors, je me dis, questionnons-nous, c'est très difficile. Je trouve que c'est très difficile de partir du principe que leur choix est mauvais, ça suffit pour les discréditer, quoi. Réfléchissons à la part qui relève de notre société à nous, qui fait que leur horizon est si sombre. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre au mieux de mes compétences. Merci beaucoup pour... Alors effectivement, l'élargissement à la fin sur la remise en question d'un certain nombre de choses, je crois que ça correspond aussi à des positions qui sont prises régulièrement. Et là, je ne peux que céder la parole au président de la Miviludes parce que la position est claire. Oui, je vais aller vite parce qu'il faut que d'autres questions aient lieu. Merci d'abord à Richard Monvoisin, dont nous suivons avec beaucoup d'intérêt les travaux, pas lui simplement, mais toute son équipe. Alors, deux petites interrogations qui sont encore au tableau. Sur le 7 janvier, nous pensons que, quelles que soient les horreurs
alléguées, faites, accomplies, et elles sont fort, fort nombreuses, de ceux qui sont partis sur les champs de bataille, ce sont des êtres humains qui font ça. Il y a une part d'humanité. Quand je vois bêtes sauvages, etc., je me dis, on se trompe. Il faut qu'on analyse, et je suis d'accord avec vous, qu'est-ce qui pousse des jeunes éduqués en France, etc. Parce que, bon, on dira, il n'y a pas éduqués, des éduqués, mais ce n'est pas l'objet du débat aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui pousse ces jeunes? Quel type de société? Alors, c'est pas simplement un trop punitif, c'est pas parce qu'on a tout raté, mais il faut qu'on puisse, et c'est pas facile parce que quand ils sont partis, ils veulent pas revenir. Qu'est-ce qui les pousse à partir? Je crois qu'on a vraiment un effort collectif d'analyse, pédopsychiatre, psychiatre, psychologue, politologue, je ne sais pas, enseignant, collectif. On le disait l'autre jour face à une maman, Valérie de Bois-Rolin, dont la fille est partie en Syrie. Bon. Sur la question de la déviance et de la norme, c'est une question essentielle aussi. Tout à l'heure, Daniel Vaillant nous traitait un peu de rosière, si j'ose dire, parce qu'on est passé de la lutte contre les sectes à la dérive sectaire. J'ai pas voulu répondre, mais là, vous me donnez l'occasion. C'est parce que si on doit définir ce qu'est une secte, c'est pas simplement l'histoire, le jeu de mots très joli sur la religion qui réussit, la secte qui réussit, c'est une religion. C'est que effectivement, nous, on a mis en place un certain nombre de normes. Alors, elles s'appellent le code pénal, elles s'appellent le code civil, elles s'appellent les droits de l'enfant, elles s'appellent les droits de l'homme ou les droits humains en général. C'est-à-dire que tout ce qui altère, qui touche à des personnes vulnérables, à des périodes de vulnérabilité, ou à des personnes vulnérables, personnes âgées, enfants, ou qui touche, j'allais dire, ou qui atteint à la liberté de conscience et liberté d'autrui, est pour nous, et donc, est contraire à l'ordre public, pour parler le langage administratif, est pour nous quelque chose qui est dangereux. Alors les dérives sectaires, du coup, elles sont plus faciles à définir que la secte. Moi, je ne veux pas me lancer dans un débat pour savoir si tel ou tel... Je dis toujours, c'est un exemple il y a des adorateurs, ils sont 200, je crois, environ dans ce pays, de l'oignon. Mais ce sont des gens charmants. On en pense qu'on veut en tant que citoyen, mais ce sont des gens charmants qui n'ont jamais fait de mal à personne, peut-être aux oignons, mais ça c'est... Il n'y a pas encore un comité de défense des oignons. Mais voilà, donc je veux dire, la question de la liberté de conviction, fut-elle étrange et totalement... Nous la respectons totalement, y compris parce que nous sommes dans le cadre d'une loi de laïcité française de 1905. Mais au-delà, c'est parce que la liberté est absolue. Alors ce que nous n'admettons pas, effectivement, c'est les dérives, ce qui n'est plus très différent de la déviance, c'est-à-dire le fait qu'on s'attaque à des citoyens, qu'on s'attaque à leur liberté de penser, qu'on s'attaque à leur liberté d'aller et de venir, et puis que finalement, on arrive, et l'image de l'escalier est bien connue, à faire en sorte qu'on transforme totalement ces gens-là. Bon, voilà. C'est juste pour essayer de répondre à vos interrogations, mais qui sont très justifiées. Merci, M. Bisco. Alors, c'est vrai qu'à notre petite échelle, il est vrai que quand on va dans les lycées, je commence par dire aux élèves que secte ou pas secte, à la limite, on s'en fout, c'est pas l'essentiel du débat. L'essentiel du débat, c'est de savoir si c'est dangereux et pour votre état physique ou pour votre état mental. Et c'est ça le fond du sujet. Et là, on se rejoint complètement. D'autres questions? Bah écoutez, très peu alors, parce qu'on est déjà en débordant. Le micro arrive. Oui, juste une petite remarque. D'abord, moi je ne parle jamais de science, je parle de connaissances scientifiques ou état des connaissances scientifiques. Deux remarques à propos du 7 janvier, ce qui prouve que les choses sont quelquefois plus complexes. J'étais ami avec Wolinski, je connaissais bien Sharp, donc vous voyez quelle a été ma position. Mais je leur avais fait un reproche que personne ne peut vérifier actuellement parce que ça a été retiré. Le premier numéro de Charlie Hebdo représentait effectivement Mahomet, mais reprenait le dessin des Danois, c'est-à-dire que Mahomet avait une bombe fumante sur son chien. Et par conséquent, ça voulait dire musulman égale terroriste. Et ça, ce point a été négligé. Quant aux jeunes, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est des êtres humains. Peut-être qu'il n'y a pas seulement que la motivation religieuse qui les pousse, car, je vous pose une question, qu'est-ce qui poussait de jeunes Américains de 25 ans à s'engager dans la Légion étrangère pour aller casser des Arabes dans le Sahara? Ça a été le témoin de films des années 30. Qu'est-ce qui les poussait à ce moment-là? Il n'y a peut-être pas que la motivation religieuse qui pousse des jeunes sans espoir, sans avenir, sans travail, sans éducation, à aller casser des autres, à aller en somme faire la guerre. Malheureusement, il y a là un instinct
chez certains jeunes qui ne les excuse pas, mais peut expliquer ces comportements qu'à juste titre, nous dénonçons. Je ne suis pas sûr que tout le monde vous suive sur la notion d'instinct, parce qu'on aborde d'autres sujets. Mais en tout état de cause, il ne faut certainement pas stigmatiser une religion que la plupart de ceux qui partent ne connaissent même pas, d'ailleurs. Donc, ils n'ont pas approfondi. Ils ont une vision très légère, très superficielle de la religion, qui sert de prétexte à des emportements politiques d'une autre teneur. Oui, professeur Parquet. Quand on reprend l'histoire, on s'aperçoit qu'il y a des situations qui sont très exemplaires. Vous avez évoqué ceux qui partaient pour la guerre d'Espagne, mais quand on regarde ce qui se passe régulièrement dans notre société depuis des années, ce sont ce qu'on appelait les mercenaires. C'est-à-dire des gens qui sont tout à fait à l'identique. Et il y a des colorations particulières compte tenu du temps politique, du temps économique, et qui donnent une coloration particulière. Mais si on assimilait cela à des mercenaires par ailleurs, on trouverait que le décorum, et c'est exactement comme au théâtre, le mari, la femme et l'amant, ça peut être la guerre de Troie, ça peut être Racine, ça peut être une comédie de Feydeau. Et là, il y a une singularité de mise en scène, compte tenu de la situation, qui nous égare. Et je crois que quand même, il faut bien préciser qu'il existe à côté de ce que vous venez de décrire, là, aussi d'authentiques dérives religieuses. Et nous avons une grande difficulté à bien repérer le respect vis-à-vis des croyances qui sont incarnées dans les religions, le fait de voir des phénomènes psychopathologiques chez certains, le fait d'avoir un comportement social que j'appellerais celui des mercenaires qu'on voit actuellement, et le fait qu'il y existe aussi des dérives religieuses. Et je crois que c'est cette cohabitation, cette hétérogénéité qui fait que nous avons besoin d'une politique, et je pense que c'est ce qui se fait actuellement, qui soit très diversifiée en fonction des objectifs, et donc les moyens, et donc les ressources. Et que la place des associations, la place des professionnels et la place des institutions de l'État doivent prendre quelques objectifs différents et pas mélanger les autres. Je vais faire semblant de répondre à une question. Une dernière question, vraiment. Daniel, je fais semblant de répondre à la question sur l'instinct. Moi aussi, je m'inscris en faux avec cette notion. Hein. Malheureusement, on constate que... On discutait ça juste avant de commencer les conférences ce matin avec Thomas de la Tronchambier. Les premiers ouvrages qui ont été réalisés en histoire, les premiers livres d'histoire scolaire, je crois que ce sont les Lavis, 1872 ou 73, j'ai plus la date exacte. C'était des bouquins qui ont été créés autour notamment du personnage glorieux de Vercingétorix, d'une filiation forte avec les Gaulois, qui n'existaient pas réellement avant. Vous savez que la France est un agglomérat de tribus plus ou moins dépenaillées qui ont collaboré, cohabité, se sont un peu tapés dessus de temps en temps. Les Gaulois n'en étaient qu'une d'entre elles. Mais ce mythe-là a été repris. Pourquoi ? Pour recréer un sentiment nationaliste fort, pour reconquérir l'Alsace et la Lorraine. C'était l'objectif clair, quoi. Après, les bouquins ont un peu évolué, mais ont toujours gardé l'idée d'une ordination blanc-noir et d'un ordre colonial très sympathique. Ce qui fait que mon grand-père, par exemple, paix à son âme, type absolument sympathique, brillant, gentil, simple, a maté des rébellions malgaches tout à fait légitimes. Et il a massacré un certain nombre de malgaches, comme ça. Mon père, qui était gardien de l'ordre, lui aussi, le problème de l'ordre public, c'est qu'il est rarement négocié avec le public. L'ordre public, lui, était gardien de l'ordre public, il était gendarme. Il a dû s'occuper de quelques affaires en Kanaki, en Nouvelle-Calédonie, dans les années 80. Et ce ne sont pas des gens qui sont vraiment mus par un instinct, ce sont plutôt des gens qui sont mus par un système idéologique qui est fortement vanté, dont l'impérialisme est une facette, le colonialisme ou le néocolonialisme une autre. Et les intellectuels il y a Chomsky qui utilisait une phrase comme ça, il disait, c'est marrant, les principales courroies de transmission des idéologies sont souvent les intellectuels. Ce qui fait que toute université, disait-il, c'est là où on l'a pris au mot, nous, toute université devrait se doter de cours d'autodéfense intellectuelle, de manière à ce que aussi bien les étudiants, mais que les enseignants eux-mêmes ou le personnel, soient eux-mêmes critiques vis-à-vis eux-mêmes de leurs propres positions.